On commence à prendre souvent des médicaments. En même temps, on pense que c'est pas une maladie, mais on prend les médicaments, puis on se ment à soi-même. On se dit mais non, ça va, je suis en bonne santé, j'ai juste un régime un peu particulier, mais il est sain, il est pas grave. Enfin, je veux dire, en fait, on va pas tellement à l'encontre de ce qu'on nous assigne tous les jours. Faire attention à son corps, c'est la première chose qu'on voit. C'est juste qu'on on le pousse au maximum. Anorexie, mon ami. Épisode 2. La lune de miel. Quand j'ai commencé à être malade, j'étais vraiment pas bien du tout dans ma peau. Et donc de ressentir un peu de confiance et un peu de sûreté et un peu de contrôle dans ma vie, bah quand j'ai commencé à le ressentir, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. Je suis de retour chez mon amie. Mathilde est à la fenêtre en train de scruter le ciel d'un blanc aveuglant. Elle me décrit les sensations qu'elle avait pendant les premiers mois de son anorexie. Et en fait, c'est un engrenage comme la drogue, dans le sens où quand on commence à avoir ces sensations-là, bah, comme on n'a pas envie de les lâcher, bah, on continue et on va de plus en plus loin. Un peu comme quand on prend, j'imagine, une première dose de drogue, c'était super. Et puis après, on en prend une deuxième. Et puis si ça fait pas l'effet comme la première fois, bah, on va en prendre plus. Et après, on en a besoin de plus en plus. On se sent léger, on se sent bien, on se sent lavé quoi un peu. Et puis on se sent zen, en tout cas au début. J'ai eu que des trucs très positifs. Moi, je sentais des trucs très positifs en fait. Et c'est ça qui est très insidieux dans cette maladie d'ailleurs. Il n'y a pas de mots assez forts pour dire à quel point c'est agréable. Ce qui est assez fort à comprendre, c'est juste qu'on ne peut pas s'en passer, en tout cas. Pour parler de cette période de la maladie où elle se sentait super bien, Mathilde utilise à plusieurs reprises une expression pour qualifier les premiers mois de la maladie anorexique, la lune de miel. La lune de miel, c'est le début, c'est ce qui construit le reste de la maladie, je dirais. C'est comme si on faisait connaissance avec une nouvelle amie et que c'était une amie toxique, mais que c'est le passage où ça devient l'amie la plus proche, quoi. Le vécu émotionnel de la maladie est très particulier. Alain Péroux, psychiatre et psychothérapeute. En fait, il se découpe en plusieurs phases. La première d'entre elles, c'est un peu la lune de miel de la maladie. C'est la phase agréable, enthousiasmante, exaltante. Les premiers kilos perdus, les restrictions réussies, le fait de se sentir plus léger, d'avoir aussi une exaltation liée au fait qu'on perd du poids, c'était ce qu'on désirait. Et en plus, on perd du poids alors que beaucoup de gens n'y arrivent pas. Il y a un côté flatteur du fait de réussir à se restreindre et à perdre du poids. On a même à ce moment-là, bien souvent, des compliments de l'entourage. Ah mais comment est-ce que tu fais pour y arriver? Moi, j'y arrive pas. Ou bien encore, qu'est-ce que tu es plus jolie comme ça, etc. Donc on voit que les premiers temps de la maladie et les premiers kilos perdus s'accompagnent souvent de sentiments agréables. Ça se combine aussi avec un phénomène biologique qui est que la consommation des graisses de réserve qui se produit au moment où on maigrit rapidement. Cette consommation produit des corps cétoniques et d'autres métabolites encore dont on s'est rendu compte qu'ils avaient un effet sur le cerveau et un effet plutôt excitant. Ce sont quasiment des effets amphétaminiques que produisent ces corps cétoniques sur le cerveau et c'est un peu un shoot amphétaminique presque que ressentent les personnes. Donc ça explique une partie, par exemple, des performances scolaires qui s'améliorent, du sentiment d'être plus léger, plus en forme, plus sûr de soi, de meilleure humeur, etc., qui accompagnent les débuts du trouble. Cet effet grisant de la restriction, Mathilde l'a bien connu les premiers mois, jusqu'à la conduire à une forme d'hyperactivité. Elle qui n'est pas une grosse dormeuse, elle ne dort alors plus que quelques heures par nuit, et elle ressent le besoin de bouger en permanence. Ah, voilà, moi j'ai jamais été aussi énergique de ma vie qu'à cette période. Ce qui n'aide pas à se rendre compte qu'on est malade, parce que l'air de rien, on se dit mais attends, je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Enfin, je veux dire, je peux tout faire. Il n'y a pas un moment où on arrête de bouger. Par exemple, quand on est assis, il y a une jambe qui bouge tout le temps. Alors il y a plein de gens à qui ça arrive, mais là vraiment tout le temps. En gros, à part quand on dort, le corps il est toujours en mouvement, on ne sait pas se poser. Moi je faisais pas beaucoup de sport, mais à ce moment-là je marchais 15 km par jour, je faisais tout à pied, je voulais plus prendre le métro, qu'il fasse froid ou pas d'ailleurs. Je prenais plus les escalators, je prenais plus les ascenseurs, enfin bref, je bougeais tout le temps. Cette hyperactivité
Alain Péroux explique qu'elle trouve certainement sa source dans plusieurs phénomènes en lien avec la perte de poids extrême. Donc il semblerait qu'il y ait une autre dimension, qui est une dimension presque obsessionnelle, à savoir un besoin de bouger qui est plus fort que la personne, qui répond aussi bien à la peur d'arrêter cette hyperactivité, par exemple, au risque de faire plus de graisse que de muscles en reprenant du poids, ça je l'entends souvent. Mais d'autres auteurs ont pensé qu'il y avait carrément une attitude réflexe. Peut-être la plus intéressante de ces hypothèses, c'est de considérer que l'hyperactivité, ça produit de la chaleur interne, et que cette chaleur interne est très agréable à ressentir quand on est soumis à une maigreur extrême et qu'on ressent une frilosité permanente. Et puis il y a une hypothèse, je dirais plus phylogénétique, qui consiste à penser que nous avons une sorte de prédisposition à l'hyperactivité lorsque nous manquons de nourriture. En tout cas, une partie de la population réagit sur ce mode. Et que ce serait un mode de défense contre le manque de nourriture qui a protégé l'humanité en quelque sorte dans le passé. Quand la nourriture manque, eh ben, il faut bouger, s'activer pour aller en chercher. Chez l'anorexique, comme chez n'importe qui, le corps bouge donc tout seul pour trouver de la nourriture. Mais le mental de l'anorexique résiste. Mathilde me raconte aussi la manière dont, petit à petit, elle se met à contrôler son alimentation, qu'elle considère uniquement sous l'angle des calories ingérées. Et en fait, j'ai commencé à compter les calories. Et c'était même pas le fait que ça soit du gras ou quoi que ce soit. Au début, c'était juste les nombres. Ça devenait vraiment un contrôle. Donc voilà, ça c'est des séquelles qui me sont restées. Aujourd'hui, je sais que 100 grammes de cornichons, c'est entre 17 et 16 calories, ce qui est très très peu. 100 grammes de pâtes, c'est dans les 350 calories. Et très vite, c'est devenu plus des additions que de l'apport vital. C'est-à-dire que la nourriture n'était plus quelque chose pour me nourrir. J'étais en train de faire des additions et le but, c'était un peu comme dans, un jeu, c'était le jeu d'avoir le moins de calories possible. Mais en termes de chiffres, au début, plus en termes de chiffres qu'en termes de nourriture. Et donc, je passais ma journée à compter. Et bon, vraiment petit à petit, mais je me suis fait des repas calibrés à des heures précises où je mangeais très lentement et je ne devais pas dépasser, ça me semble fou maintenant quand je le raconte, 300 calories par jour. Alors un être humain normal, c'est entre 1500 et 2000 calories selon son activité physique et selon son métabolisme. Donc il n'y a pas de... il y a des poids de forme, etc. Mais en tout cas, 300, c'est pas viable. Mais à cette époque-là, moi, je trouvais que c'était un beau nombre. Je sais pas pourquoi. Je m'étais dit, c'est une assiette de pâtes, quoi. Donc on peut vivre avec une assiette de pâtes par jour. Sans sel, sans beurre, sans rien, sans huile, évidemment. Et donc je me levais vers 5h, 6h du matin. Pour donner un exemple, je prenais des céréales 0% sans sucre ni rien, je prenais pétale par pétale et je coupais en deux les pétales avec mes dents. Une poignée de moins de céréales, ça me faisait une demi-heure, du coup c'était très lent. Plus on mange lentement, moins on a faim. Plus on fait semblant de mâcher, plus l'estomac a l'impression qu'on mange, donc très vite il va être saturé. Enfin, il va envoyer des signaux dans ça va, j'ai compris. Et je buvais énormément de soda light, jusqu'à 3-4 litres, ce qui faisait que je me remplissais, mais pas de nourriture. Et après... Très rapidement aussi, j'avais un truc précis, c'est-à-dire que je mangeais 2 pommes par jour, très lentement. Une galette de riz dont je détachais les riz soufflés, et ça fait 30 calories, et que je trempais dans le vinaigre, et des cornichons, à volonté. Parce que un pot de cornichons, c'est 17 calories, du coup, voilà. Les aigres doux étaient pas mal, j'ai fait à peu près toutes les marques. Et donc ça, c'est pas génial, parce que aussi, entre le soda light, très acide, le cornichon très acide et le vinaigre très acide, c'est pas GG. J'ai mis 6 mois à avoir ce régime alimentaire et pendant 3 mois j'ai eu ce régime alimentaire là. Je perdais jusqu'à 2 kilos par semaine. Ça a été plus impressionnant, je pense, au bout de 4-5 mois, dans mon souvenir, où là vraiment j'avais perdu bien 10 kilos, 10-15 kilos. Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets de bif, des biscuits.
pris. Il est midi, on commence à avoir faim, mon ventre gargouille. Il n'y avait pas grand-chose dans le frigo de Mathilde, alors on est sorti faire des courses. Ah, le supermarché. Bon, Tu veux manger quoi? c'est la grande question. Alors, j'aime pas les supermarchés du tout. Donc du coup, il faut que ça soit assez rapide. Toi, tu veux manger quoi? Après avoir opté pour un plat de pâtes, le truc le plus simple du monde, Mathilde me montre comment elle pratiquait le supermarché quand elle était malade. Ah bah quand j'étais malade, en gros, là par exemple, tu vois, t'as le paquet de parmesan, je le regardais. Bon, déjà le parmesan, c'était pas trop mon pote. Et puis là, tu vois, il y a un truc, c'est le truc de l'enfer. Derrière, t'as un petit tableau là avec marqué valeur nutritionnelle moyenne pour 100 grammes. Donc là, t'apprends que pour 100 grammes de parmesan, t'as 401 calories. Bon, ça c'était banni. Hein. Et donc là, t'as 70 grammes. Donc ça veut dire que là, t'as à peu près 300 calories dans un tout petit truc. Ça, c'était le truc de l'enfer. Et donc, je regardais ça. Et puis après, je regardais les sucres. Mais alors là-dedans, il n'y a pas de sucre. Ça, c'était plutôt dans les autres trucs, genre les sauces et tout. Et là, tu vois, t'as ça aussi, là, ça, là. Alors, généralement, je regardais. Je matais le truc, là. Puis après, je reposais. Et puis après, quand j'hésitais, je revenais. Et puis, je regardais, parce qu'on sait jamais, hein, j'avais peut-être mal lu. Et je reposais. Et je pouvais faire ça pendant 1 heure. Et puis quand ça me prenait trop la tête, bah je prenais rien. Voilà. Ça arrivait souvent. Donc c'est 1 heure de supermarché, déjà c'est pas cool. Et puis en plus tu prends rien. Donc du coup, et alors c'est formidable, hein, t'as ça surtout. Enfin, je pense que tu connais bien, mais quand t'es Là, un on peu... est au rayon jus de fruits. Ouais, voilà, quand t'es un peu taré du bulbe, voilà, t'as vraiment ça sur tous les trucs, quoi, tu vois. Là, par exemple, tu te dis un jus de fruits c'est bon pour la santé, en fait c'est plein de sucre. Et voilà. Donc à quoi que lui ça va. Mais tu vois, là, c'est pire. Maintenant, ils mettent toutes les vitamines. Glucides, quand même, 16 grammes. 16 grammes de sucre là-dedans, quoi. Donc voilà. Alors, ce qu'ils trouvaient grâce à mes yeux, c'était l'eau pétillante et le Coca Zéro. C'est ça. Parce que dans le Coca Zéro, il n'y a pas de sucre? Non, c'est de l'aspartame. Et donc, c'est 1 calorie pour je sais pas combien de temps. Alors là, les plats préparés, n'en parlons pas. En plus, je pouvais pas contrôler ce qu'il y avait dedans. C'est pour ça que j'ai commencé à faire la cuisine, parce que les plats préparés et tout ça, bah, en gros, tu peux pas savoir ce qu'il y a dedans. Et donc, ouais, en fait... je regardais tout plein de choses, mais je prenais jamais rien. Des fois, ça me fait ça quand je suis fatiguée. Si je prends de la crème de soja, c'est qu'en fait, la crème fraîche, je digère plus. Parce que quand on enlève des trucs de son alimentation, il y a des choses à la fin, même si on aime bien, on digère pas. Bon, alors, le rayon alcool, il faut enfin, à l'époque, moi je vais prendre ça, je pense. J'y allais pas non plus, voilà. Parce que l'alcool, c'est le pire pour toutes les calories. En gros, c'est que pratiquement l'alcool, c'est comme c'est de la fermentation, c'est que du sucre, quoi. Donc en plus, ça te fait un gonflage immédiat du corps. Enfin, tout le monde connaît l'idée, quoi. Donc ça, pendant 4 ans, jamais. Maintenant, toujours. Les rayons gâteaux. C'est pratique et c'est là où je passais le plus de temps parce que je savais que j'allais pas les prendre, mais je les matais et je les tâtais tout le temps. Hein. Donc, ce qui trouvait de temps en temps grâce à mes yeux, c'était les Mikado parce que c'est tout petit, tu peux contrôler. Mais alors après le reste, les pires, c'est quand il y a marqué pur beurre, quoi. Là, j'étais genre, tu vois le petit beurre là. Là, c'était le gâteau de l'enfer. Ah, les petites barquettes de lu, ça j'ai bien bouffé aussi parce que c'est 30 calories la petite barquette, comme ça tu comptes facile. Tu vois, là c'est... En fait, si t'allais au-delà de 50 calories, le gâteau, ça devenait trop gros, tout de suite t'arrivais dans les 100 et tout. Là, je crois, dans mon souvenir, ouais, voilà, 32 calories, tu vois, la petite barquette. En fait, les gâteaux, c'était terrible parce qu'en fait, c'est des petites portions déjà. Donc du coup... C'est déjà sécable en fait. Donc c'est pas que comme des pâtes où tu sais pas trop combien tu t'en verses. Là tu sais qu'en mangeant un c'est comme ci ou comme ça. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu veux des gâteaux ? Après avoir avalé nos pâtes au parmesan et à la crème de soja, Mathilde revient sur l'hypercontrôle qui régentait son alimentation, mais pas seulement. J'ai toujours été dans l'hypercontrôle à partir du moment où j'étais dans cette maladie. J'ai découvert l'hypercontrôle et j'ai eu du mal à le lâcher. Et même aujourd'hui, ce qui me fait stresser, c'est quand je contrôle pas. Alors l'hypercontrôle commence évidemment sur la nourriture, puis après sur toutes les étapes de la journée. Ça va de combien de temps on dort, combien de pas on fait,
combien d'abdos de sport on pratique. Moi, j'ai commencé par 100, j'ai fini par 300 tous les soirs. Et après, dans les études, en se faisant des plannings très précis. Et en fait, comme on compte les kilos et les calories, on compte son temps. Voilà, donc toute la journée est décortiquée et il faut pas déconner. J'étais très exigeante avec moi-même. J'ai commencé à avoir des très bons résultats. J'en avais des bons avant, mais là, j'ai commencé à avoir des très bons résultats. Dans les pratiques anorexiques, Claire Scodellaro, sociologue et démographe. on a d'autres aspects de recherche d'excellence sociale qui vont au-delà de l'apparence corporelle. Et on remarque de manière récurrente que les jeunes filles scolarisées ou faisant des études supérieures et qui présentent des troubles anorexiques ont aussi un plus fort investissement scolaire que les autres. Elles fournissent un travail davantage acharné, de manière aussi à exceller dans les études. Je me sentais tellement plus puissante qu'avant, plus forte, et puis tellement grisée par ce qui m'arrivait en tant qu'expérience, et puis émotionnellement, ce que je pouvais ressentir. Voilà, c'était la première fois où je me sentais belle, c'était la première fois où je me sentais capable, c'était la première fois où je me sentais en contrôle et en puissance. C'était ne déroge pas parce que t'as des résultats, ne déroge pas parce que t'as des résultats, ne déroge pas parce que t'as des résultats. Et donc on va au-delà de la vie, quoi, puisqu'on contrôle tout. Bon, je pense qu'à ce stade de l'histoire de Mathilde, il est assez clair qu'elle manque de confiance en elle et prend les choses très au sérieux. Elle présente les facteurs principaux de l'anorexie tels qu'ils me sont donnés par Alain Perroux. Outre une probable prédisposition génétique, les malades anorexiques auraient souvent pour caractéristique d'être des personnes anxieuses, perfectionnistes. Ces tempéraments découvrent et exercent à l'extrême leur besoin de contrôle dans l'anorexie. Je sais pas vous, mais moi, l'hypercontrôle, ça me parle. Je pense qu'on est beaucoup à voir ce que c'est. Je me demande quand même comment elle fait pour gérer un certain nombre de choses. Elle n'avait pas faim, comment se débrouillait-elle avec la frustration ? Je lui pose la question. Au début, on a très très faim, et puis au bout d'un moment, c'est comme si on avait dépassé l'heure. Alors, il y a des moments où on a faim, et puis si on ne mange toujours pas pendant 1 heure ou 2, ça passe. Et puis là, quand on nous demande est-ce que t'as faim, on fait oui, bon. Après, quand on mange, on se rend compte qu'on a faim, mais sur le coup, on fait oui, bon. Je pense pendant 2-3 mois, j'ai eu très très faim, ouais. Mais on est tellement dans le contrôle et on n'a tellement pas envie de flancher que... Et c'est là aussi que vient la surpuissance d'ailleurs, parce qu'on arrive à régler ce truc-là, quoi. On dit, tu vois, moi j'ai super faim là, genre je pourrais tout bouffer, et ben j'irai pas. Et donc il y a un truc dans notre cerveau, enfin moi j'avais ça, il y a une voix qui dit, si tu tiens, un peu comme une épreuve de sport, de gainage, quoi. Si tu tiens, ça va donner quelque chose. Je me rappelle, moi, pour pas avoir faim, j'aimais bien sentir l'odeur, en me disant, c'est comme, imagine que tu le manges, par exemple. Et en fait, j'intellectualisais tout, et le cerveau faisait le reste, quoi. Et donc après, j'avais l'impression que j'avais mangé, quoi. Il suffisait de m'amener au marché, j'en avais pour 1 semaine, quoi. Par exemple, les gâteaux, je me rappelais juste que je les émiettais, donc je me disais, tiens, celui-là, il est sec, ça, c'est mou, ça, c'est machin. Et puis ça sent la fleur d'oranger, là, ça sent le chocolat. Et c'est comme ça que je me nourrissais, quoi. Genre vraiment, je regardais le truc, des fois, je touchais avec le doigt. La nourriture, elle est juste pas présente dans le corps, mais elle est présente partout, et surtout dans la tête. C'est y penser sans arrêt. Jamais tu t'arrêtes. Jamais, 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 jamais. Sous toutes ses formes. J'en rêvais la nuit. Enfin, je rêvais de trucs, de montagnes de bouffe. Je me réveillais le matin, je pensais qu'à la bouffe. Je mangeais, je pensais qu'à la bouffe, comment j'allais la décortiquer. Il n'y a pas un instant où où ce truc-là ne régit pas la vie. Très vite, au bout de quelques mois, Mathilde perd beaucoup de poids. Ses proches s'inquiètent. On commence à remarquer sa maigreur. Je suis descendue jusqu'à 42 kilos au début, que j'ai maintenu pendant 1 mois ou 2, qui pour 1m69, hein, donc ça fait, si on parle en termes d'anorexie, ça fait un IMC, je crois, de 14 ou 13. L'IMC, indice de masse corporelle, est un outil de calcul qui permet de se situer corporellement et de repérer un surpoids ou une maigreur alarmant. J'ai regardé sur internet dans quelle catégorie entrait l'IMC que faisait Mathilde après 6 mois d'anorexie. Pour un IMC de 13, il est écrit famine, surligné en rouge.
J'allais souvent au restaurant avec mon père. Et mon père, il a compris que c'était un peu galère parce que là, c'est quand j'avais décidé d'arrêter de manger du poisson. Donc, en fait, déjà, on allait tout le temps au même restaurant japonais. Comme ça, je prenais du sashimi. Et le jour où j'ai commencé à pleurer devant mon assiette de sashimi, là, il a dit, bon, ok, on peut plus aller au resto. Les mois passant, la nourriture continue d'être au centre de la vie de Mathilde, qui s'enlise dans un cercle sans fin de restrictions, ce qui rend alors ses relations avec sa famille, son copain, ses amis, très difficiles. Mais après, j'ai eu un entourage qui a été très compréhensif. C'est-à-dire qu'en gros, mon père, après, il a dit, bon, c'était l'été, donc il m'a dit, écoute, quand on se verra, tu choisiras ce que tu veux dans un supermarché, puis on ira dans un parc, quoi. Et il me l'a avoué vraiment plus tard, mais je me doutais aussi que c'était compliqué, quoi. Quand il me voyait avec une bouteille d'1,5 litre de coca, un pot de cornichons, ma galette et ma pomme, il m'a dit, j'ai jamais été aussi triste de ma vie, quoi. Mais j'ai eu des gens qui en même temps ont été très présents et qui ont essayé et qui ont vraiment été là pour moi et qui m'ont vraiment soutenue et qui ont voulu vraiment m'aider. Et en même temps, ils n'ont pas... Et c'était plutôt très courageux de leur part quand j'y pense parce qu'ils n'ont pas non plus... ils m'ont pas obligée à manger, par exemple. Enfin, il y a eu des crises, hein, mais ils m'ont pas fait trop de réflexion et tout, et qui ont quand même assisté souvent en silence à des rituels un peu glauques, quoi, parce que c'est vrai que quand on se retrouve avec un barbecue, avec tous les copains qui mangent des steaks, et que là, moi, je prenais des bouts de salade comme des chips, je me trempais dans du vinaigre, ou je mettais 2 heures pour manger une pomme et 2 cornichons alors qu'ils avaient fini et qu'ils avaient mangé 4 hot dogs, ouais, il y avait du malaise, quoi. Mathilde sourit en racontant ses souvenirs, le visage tourné vers le sol. Elle ajoute que même en dehors des repas, elle s'est renfermée de plus en plus sur elle pendant cette période, devenant distante, irritable. Seule comptait sa perte de poids et ses rituels. Le bien-être du début de la maladie s'effaçait au profit de l'angoisse et d'un sentiment de solitude omniprésent. On ne peut plus avoir de conversation vraiment profonde sur autre chose parce que l'anorexie gomme tout. Je me sentais libre, je me disais en fait j'en ai rien à faire de ce qu'ils me disent. Mais il y a aussi tout à coup le constat d'un certain échec. On arrivait jusque-là à perdre du poids, tout à coup on n'y arrive plus si bien. Et puis, au lieu d'être plébiscité, on est critiqué par l'entourage. À ça s'ajoutent d'autres phénomènes, c'est que l'angoisse de grossir ou de reprendre tout le poids qu'on a perdu et de voir s'annuler tous les efforts qu'on a fournis est tout à fait présente et peut être tout à fait inconfortable. Et puis il y a des phénomènes plus mystérieux qui ont été mis à jour il y a déjà de nombreuses années par des expérimentations sur l'homme de perte de poids délibérée. On se rend compte que toute personne qui fait un régime sévère et qui perd beaucoup de poids voit son humeur s'altérer, donc une tendance dépressive peut s'installer du simple fait d'être en manque de nourriture. Il peut s'installer assez vite aussi un niveau d'anxiété plus élevé. Et surtout, ce qu'on a constaté, c'est une forte irritabilité, une sensibilité au contact qui devient négative, désagréable. Les gens ont plus tendance à se replier, n'ont plus de sentiments ou d'empathie pour les autres, ont tendance à être plutôt agacés par les relations. Et ça complique encore plus la situation de la personne souffrant d'anorexie et dans ses relations avec son entourage et dans sa relation avec elle-même. Un jour, Mathilde n'a plus ses règles. Elle devient aménorrhée. Elle se résout finalement à consulter une endocrinologue qui est la première à formuler à haute voix un diagnostic qui brûlait les lèvres de son entourage et des médecins qu'elle avait consultés les derniers mois. Mathilde est anorexique, elle est en danger de mort, elle doit être soignée. On lui fait un arrêt maladie, elle ne peut plus aller en cours. Mais j'imagine que ton corps t'envoie quand même des signaux d'alarme au bout d'un moment. Le corps, en fait, devient... il élimine ce qui n'est pas vital. Donc, en gros, c'est comme s'il avait un choix à faire et il se disait, tiens, est-ce que ça, vraiment, demain, pour la vie de demain, est-ce qu'elle va en avoir besoin ? Non, tout de suite. Donc, il fait le choix entre les organes, en fait. Mais ça, en vrai, dans cette période-là, on s'en fout. C'est que le contrôle, il devient hors de contrôle. Et c'est bien pour ça qu'on va considérer qu'on a affaire à une pathologie, puisque même si les personnes sont incitées à manger de nouveau, à se nourrir, etc., elles n'y arrivent pas. Elles n'arrivent
plus à mettre fin au contrôle qu'elles ont exercé sur leur corps. Enfin, c'est un truc tout bête, hein, mais j'avais mal aux fesses quand je m'asseyais quelque part, parce que j'avais plus de rembourrage. Je me cognais plus aussi, parce que je me rendais plus compte de comment était mon corps. Mon visage s'est beaucoup rallongé et creusé, donc j'avais des très très grands yeux et une très 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 grande bouche. Puis j'avais mal au ventre, en fait. J'avais mal au ventre tout le temps, parce que je buvais beaucoup de trucs gazeux et beaucoup d'eau. Donc j'avais la peau du ventre souvent très tendue et je digérais très mal parce que je mangeais que des légumes. Et j'avais tout le temps froid aussi, de l'intérieur. J'avais tout le temps cette sensation de froid dans les os, quoi. On a tout le temps froid. Finalement, Mathilde n'a pas le choix. Même si elle ne croit pas à l'existence de sa maladie, elle s'en remet aux médecins et à ses proches qui craignent une mort imminente. En cas de maigreur extrême, le corps pompe dans les muscles, dont le cœur, qui peut s'arrêter à tout moment. Du coup, j'ai mis 2 jours à faire ma valise. On a même été acheter des trucs de base, hein, pyjama, chaussons. C'était limite ludique, quoi. Puis la veille, je me rends pas compte. Enfin bref, tout va bien. Et on prend la voiture avec ma famille et puis mon ancien amoureux, tout ça. Et puis on m'amène à l'hôpital. Et on m'accompagne jusque dans ma chambre. Là, il y a l'équipe médicale qui dit bonjour, etc. Et puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on me dit faut dire au revoir. Et je fais des câlins à tout le monde. Et je reste avec l'équipe médicale, du coup. Et je me rappelle, c'était un long couloir. Et il devait tourner à gauche pour descendre les escaliers. Et le moment où j'ai réalisé que je suis hospitalisée, c'est je vois ma mère et mon ancien amoureux qui me font au revoir comme ça de loin. Et puis je les vois plus. Et là, je me retrouve avec tous les médecins. Et là, ils me disent, là, il est tard, le dîner va arriver, déballez vos affaires. Et ils partent, et je suis toute seule. Et je crois que c'est la première fois que je pleure, en fait. Là, je me rends compte, je me dis, ok, on y est. À suivre sur friction.co.